Alors JData en fait a été construit pour simplifier toutes les transactions dans le web. Donc on veut simplifier les transactions qui existent entre différents serveurs, entre différents clients, entre différents composants dans le web. Et on veut vraiment avoir des transactions de manière le plus simple possible pour transférer des données et comment on dit, trigger, pour déclencher des actions en fait dans les serveurs. Merci. Alors je travaille toujours en anglais, ça fait 10 ans que je suis plus en France. Veuillez m'excuser de tous les anglicismes que je vais vous sortir aujourd'hui. Alors, alors l'idée justement de JData est de simplifier et d'uniformiser toutes les transactions. Alors, où se situe l'API JData? Alors, JData est vraiment pour accéder aux données. Ça a été construit pour avoir un accès très simple en requête au serveur. On envoie donc vraiment une requête HTTP et on reçoit du XML en retour. C'est-à-dire du moment qu'on a un client et un serveur qui peuvent faire ça, c'est bon. On peut vraiment commencer avec JData. Comparé aux autres API dans Google, donc on a les API par exemple Google Maps, qui sont une API Ajax, qui en fait vous rend carrément des graphismes, donc qui vous donne vraiment un résultat que vous pouvez montrer directement, alors que là, avec JData, pas du tout. Avec JData, vous recevez du XML en retour, et vous allez devoir présenter les résultats à votre utilisateur de manière à vous. C'est à vous vraiment de formater tous vos résultats. On a donc plusieurs API dans Google, comme vous pouvez voir, AdWords, Gadgets, qui ont différentes technologies, en fait, toujours assez adaptées à ce qu'elles font. Avec les JData API, on a plein d'exemples, je vous en donnerai après et vous verrez beaucoup d'exemples online aussi. On a le calendrier, on a Blogger, qui supportent tous, qui étendent tous la JData API. La JData API, comment elle est construite? Alors on a deux grandes lignes d'après lesquelles on peut construire des applications sur le web. Donc tout d'abord, on a le SOAP, qui est le Simple Object Access Protocol. Quelqu'un a déjà utilisé SOAP? Alors vous savez de quoi on parle. Donc c'est des actions et des méthodes assez spécialisées. Donc on construit vraiment un serveur et un client qui doivent se connaître l'un l'autre, qui doivent vraiment communiquer entre eux. Et on a l'autre manière qui est REST, donc qui est Representational State Transfer, qui est en fait basé sur des actions très simples. Donc c'est le get, post, put et delete, qui sont en gros correspondant à get, c'est une requête, donc on demande des données. Post, c'est pour donc insérer des données dans un serveur ou envoyer des données à quelqu'un. Put, c'est un update. Et delete, c'est simplement un delete. Je passe à la dernière ligne. Alors ça, c'est très important. Tout se base sur des noms de ressources universelles. Donc, chaque objet sera spécifié par une URI complète, donc qui va être plus longue, bien sûr, que l'URI du serveur, mais qui va identifier un objet particulier. Donc, par exemple, prenons l'exemple du calendrier. Dans l'exemple du calendrier, on aura un meeting dans le calendrier sera une URI complète. Donc, si on envoie un delete sur cette URI, donc on prend cette URI et on envoie un HTTP delete, à ce moment-là, l'entrée dans le calendrier sera effacée. Alors ça, c'est la pensée de base, c'est très simple. Alors, on a pris REST, en fait, pour construire JData, parce que simplement, le web fonctionne comme ça. J'ai essayé de traduire les trois mots dans stateless, cacheable, scalable. C'était assez difficile de faire rentrer ça dans le slide. Donc, ça donne plus de confort et ça donne une plus grande simplicité d'interaction, en fait, quand on construit des choses. Donc, les éléments d'une JData API. Alors, on s'est basé sur, donc là par exemple, on s'est basé sur le protocole de publication Atom. Donc, on a un format très simple et un protocole très simple qu'on a décrit avant avec les get, post, post, et qu'on a étendu d'après plusieurs choses. Donc, on a étendu d'abord un modèle de données. Donc, on voulait avoir un moyen pour les applications de comprendre et de s'envoyer des modèles de données entre eux. Donc, dans le cas du calendrier, on a des events. Donc, on envoie des events en fait entre les différentes applications, en se pliant à tout le protocole Atom, mais en ayant quelques données de plus. On a étendu les requêtes, donc pour pouvoir faire des requêtes, par exemple, à des serveurs. Donc, on va faire une requête avec un filtrage. On va dire, on va dire calendrier, donne-moi tous les événements avec la date du mardi 1er janvier ou mercredi 1er janvier. Et on recevra en XML, en retour, tous les événements de ce jour-là. La concurrence, parce qu'évidemment, si on commence à dire, bon, on accepte les updates
à travers le web, donc les updates de différentes sources en fait, de différents clients, on va devoir gérer la concurrence. Et je vais vous donner un exemple de chacun de ces points qui sont en bas dans la suite. Et finalement, on a l'authentification. Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir tout le monde qui accède à tous les événements de tous les autres sur le serveur. Donc si on accède à des événements post de son propre post, à ce moment-là, on n'a pas envie que les autres puissent changer les événements ou carrément les effacer. Alors maintenant, je vais passer en revue. Je vais passer en revue ces 4 extensions qu'on a faites pour vous montrer comment ça marche, comment on étend l'atome standard. Donc, j'espère que vous arrivez à voir le bleu et le gris. Oui. Alors donc voilà. Donc ici c'est un peu technique. C'est un peu plus technique. On a donc un atome standard. Donc tout ce qui est en bleu, c'est de l'atome standard. Donc on a une définition du namespace. On a donc on a des tags title, content, author. Donc on a plusieurs éléments qui sont l'atome standard, qu'on utilise aussi parce qu'on veut utiliser donc le titre de l'événement, le titre Alors ici c'est un exemple calendar. Excusez-moi, j'aurais dû vous dire ça d'abord. C'est un exemple calendar. Et donc le titre c'est Discuss Basmat API par exemple. Donc le titre apparaîtra dans le titre de l'événement sur le calendrier graphiquement. Et de la même manière le content qui seront les détails et l'auteur qui est le créateur de l'événement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étendu JData avec ce qu'on appelle les kinds. Alors, je passe, voilà, en rouge, vous voyez maintenant ce qui a été étendu. Alors maintenant, je vais attirer votre attention sur la première ligne rouge. Donc, on va définir une catégorie. Alors, je vais vous demander juste, si c'est un peu cryptique pour l'instant, catégorie, etc., je vais vous demander de retourner à la documentation plus tard. C'est pas très compliqué. Pour l'instant, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on importe un schéma kinds, et ce qu'on veut, nous, c'est un kind event. Alors, juste pour expliquer un peu plus en détail, vous voyez plus bas, dans les, par exemple, le title, le author et tout ça, vous avez différents éléments qui sont un nom, qui sont une date, qui sont quelque chose qui est en relation avec vos données. Ce qui se passe avec les kinds, c'est on groupe plusieurs de ces éléments pour en fait créer un genre. Donc on va créer un genre, et ici, je vais vous montrer ici, on importe un genre event. Donc le genre event, on va dire, voilà, on va grouper toutes les choses qui ont à voir avec un event. Donc il y aura, en plus du titre, je vais vous montrer ici, en plus du titre et du contenu et du nom de la personne qui a créé l'événement, on aura le start time, reminder à 15 minutes, on veut un rappel à 15 minutes avant, et where, donc où est-ce que ça va se passer, etc. Donc, en spécifiant ça, on spécifie à quelle que soit l'application qui va lire ces données, on va lui dire, voilà, attends-toi à toutes ces différentes choses qui vont arriver. Donc un event va contenir toutes les choses qui sont définies par justement le genre event, donc le kind event. Alors, pour justement étendre des choses non standards dans Atom comme start time, where, et event status et visibility, là, on a fait un Google GD, donc le Google Data Space. Je crois que c'est pour Google Data Space. Je suis plus tout à fait sûr de l'abréviation. Et donc on a étendu les types de base pour inclure quelques trucs spécifiques, et on les groupe dans le genre. Donc c'est vraiment basé sur une extension qui sont les genres, justement pour définir un groupement d'attributs, et une extension des attributs par rapport à Atom. Donc avec ça, on va modéliser en fait toutes les données. Donc le calendrier, Blogger, toutes ces applications ont créé un genre à elles. Donc le calendrier, par exemple, a le genre event, et Blogger a des genres propres à lui aussi, et toutes les applications qui étendent JData vont définir un genre, donc le kind spécifique. Voilà. Donc c'était le slide le plus compliqué. Je m'excuse, mais après si quelqu'un a des questions plus tard, on pourra revenir dessus et parler plus en détail. Juste pour que vous sachiez, je suis là toute l'après-midi. Si vous voulez parler plus tard aussi de plus en détail de quelques trucs qui sont en bas, ou comment ça se passe, comment ça
comment ça tient ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ensuite, j'avais le deuxième, après le modèle de données, on avait les requêtes. Donc les requêtes, on va vouloir donc faire des requêtes sur les serveurs, donc les serveurs qui ont toutes les données, et on va leur demander, OK, par exemple dans le premier, donc je vous avais dit que tout est basé sur une URI en fait, donc on appelle le serveur, et on va dire filtre-moi ça sur John. Donc on va voir tout ce qui vient de, par exemple, feeds friends, tout ce qui vient de mes amis, de John. Donc ça peut être un serveur email, ça peut être justement blogueur. Alors on peut dire, montre-moi tous les commentaires de John. Alors si le serveur blogueur dit à une requête comme ça, dit ah cool, moi je te renvoie tous les commentaires de John, on va recevoir en XML. Donc par exemple, on avait défini le format, le genre event. On aura aussi un genre commentaire. Et on va avoir un commentaire qui va revenir, donc avec auteur, date, à quel post du blog ça se réfère et quel est le contenu du commentaire. Donc on va recevoir ça en retour, tous ceux qui ont un auteur qui est John. On peut aussi faire ça sur les catégories. Donc on a un exemple avec des catégories, donc des tags. On a des exemples.com, feeds, friends, work, play. Donc par exemple, je me sors toutes les... disons encore ces blogueurs, je me sors tous les blogs auxquels j'avais mis un tag work et play. Donc vraiment je poste sur Blogger normal et après je me fais donner tous les posts qui avaient un tag work et play et comme ça je peux construire une application client par exemple qui me permet à moi de gérer plus facilement mes posts en fait, de gérer de les filtrer, de les gérer et je peux après faire des updates là-dessus. Donc une fois que j'ai reçu ces objets de retour, donc les XML, je peux après les changer et les renvoyer. À l'aide, donc je vous avais dit get put post, dans ce cas-là put, on fait un update, on renvoie simplement l'objet. Donc par exemple, après on a un exemple d'actualisation d'une heure. Donc on va simplement actualiser une certaine heure. Bon, c'est un format assez long, mais c'est pour actualiser une valeur dans les événements ou dans les posts ou dans ce que vous voulez. On a des choses très spécialisées aussi, par exemple le spreadsheets. On supporte min-row et max-row, donc je ne sais pas qui a déjà utilisé spreadsheets, mais c'est un tableur. En fait, c'est un tableur et donc vous avez l'API vous permet comment dire, de faire une requête sur en fait des domaines de données. Donc vous dites je veux ligne 3 à ligne 10. Et donc c'est comme ça. Alors vous pouvez le spécifier dans les requêtes avec min-row et max-row. Vous envoyez une requête, vous envoyez un get au serveur de spreadsheets. Vous donnez votre spreadsheet avec votre authentification et vous dites je veux min-row 3 et max-row 10. Et ça va vous renvoyer en XML les rangées 3 à 10. C'est comme ça que ça marche. Et finalement, un autre exemple qu'on a qui est très simple, c'est le formatage des résultats. Donc on peut, à la sortie, je vous avais dit qu'on a du XML, et en fait à la sortie, on peut aussi demander au serveur de formater les résultats différemment. Donc là, nous par exemple, on supporte JSON. Je ne sais pas sur quelles applications partout je crois. Hein. Ouais, donc on supporte JSON partout. Et vous pouvez donc avoir tout formaté sous JSON. Voilà. Donc ça, c'était pour les requêtes. Ensuite, la troisième chose dont je vous avais parlé, c'était les accès concurrents. Donc on va devoir gérer le fait que les gens peuvent maintenant avoir plusieurs applications clients qui tournent et qui vont accéder aux données, à des données qui sont les mêmes. Donc vous pouvez avoir par exemple un truc à la maison, vous avez un client à la maison, vous avez votre PC à la maison qui tourne et vous avez une application client qui gère vos événements. Et ensuite, vous avez un PC au bureau qui tourne aussi et vous avez aussi le calendrier ouvert par exemple à travers votre appli client. Et alors si maintenant vous faites un get en premier, donc le get va vous rendre un événement, ça va vous renvoyer un événement, vous faites un get, vous changez quelque chose et vous faites un put. Donc vous voyez la deuxième opération qu'on fait ici, c'est un put. Donc là, vous changez quelque chose. Donc la version, si on parle en termes de base de données, la version va augmenter, va s'incrémenter. Et donc, vous aurez un problème si vous faites un delete. Alors, on avait parlé tout à l'heure des différentes opérations HTTP qu'on peut faire sur les ressources. Donc là, c'est un exemple. Vous faites un delete sur la première version de l'objet. Malheureusement, la première version n'existe plus parce qu'elle a été incrémentée, parce que vous avez fait un update. Et donc, le delete va vous renvoyer un conflit.
Donc à ce moment-là, on assure l'intégrité des données malgré le fait qu'on est dans un environnement réparti dans le web en fait. Et finalement, on va parler de la sécurité et de l'authentification. Alors ça, c'est une des choses les plus importantes, des aspects que moi je considère les plus importants, parce que dans le web, justement, c'est ultra important que l'application que vous construisez puisse assurer un certain degré de trust, de confiance qu'on puisse faire aux applications. Alors, on a deux méthodes. Alors, Google propose deux méthodes en fait pour authentifier les gens. La première méthode est une authentification pour application desktop. Donc ça, c'est quelque chose comme, par exemple, prenez Google Talk, qui est une application à part entière. C'est un exécutable sur un ordinateur. Et cet exécutable va vous demander le username et le password, et va simplement communiquer avec le serveur pour vous authentifier. Le serveur va vérifier et va dire « OK, c'est bon ». La deuxième méthode, qui est intéressante pour les applications web. Alors ça, c'est une méthode très intéressante parce qu'elle permet de protéger l'utilisateur en termes de son identité. C'est-à-dire, alors le but de la deuxième méthode était de garder en privé le username et le password de l'utilisateur. Parce que quand on est en train d'utiliser une application, c'est toujours un peu, on se dit ah mince, utilisateur, username et password. Donc il y en a plein. Par exemple, il y a toutes les applications que j'ai découvert dernièrement, quelques applications de social networking, et qui disent ah moi je peux importer les données de ton adresse book. Donne-moi le username et ton password de adresse book. Alors je l'ai fait et après j'ai changé tout de suite le password parce que je me suis dit mince, il y a quelque part sur une base de données, il y a tous mes mots de passe. Alors comment ça marche? Ça marche de manière à ce que en fait l'application web que l'utilisateur va appeler. Donc, je ne sais pas si tout le monde arrive à voir le schéma qui est en bas. En fait, on a sur la gauche, on a un browser qui accède à une application web, qui est le carré bleu. Donc, l'application web va aller se chercher une page. Donc, ça va aller chercher une page qui est hello, welcome, machin. Et après, comment on va s'authentifier avec Google? Alors, admettons, c'est un service qui vous aide à gérer vos calendriers, par exemple. C'est un service qui aide à gérer les calendriers. Donc, le service a besoin de votre mot de passe, de votre nom et username et mot de passe, théoriquement. Mais alors, comment ça va se passer? C'est que le service va en fait vous montrer un login Google qui va en fait être directement servi par un serveur Google. Donc, il va être dans un iframe séparé de l'application. L'application, quand vous mettez donc le mot de passe et vous appuyez sur login, vous mettez votre username et mot de passe et vous appuyez sur login, c'est une transaction sécurisée avec Google. Et l'authentification va vérifier que c'est bien vous, et après va vous rediriger vers l'application du web, vers l'application de la troisième externe à Google, avec un token. Donc, token en français. Jeton. Donc ça va vous donner un jeton. Ça va donner à l'application un jeton qui va permettre à l'application d'avoir des actions sur le serveur et sur vos données pour un certain temps, mais l'application n'aura jamais accès à votre username et votre password. Donc ça, c'est une méthode beaucoup plus sûre en fait de construire une application web et qui est vraiment intéressante. Donc pour récapituler, je vais retourner 3 slides en arrière. Voilà. Donc je vais juste récapituler parce que c'est peut-être un peu beaucoup à la fois. Donc je vais juste récapituler les extensions qu'on a faites donc à Atom. On a étendu le modèle de données. On a créé un modèle de requête pour pouvoir vraiment faire des recherches et faire des requêtes compliquées. On s'occupe de la concurrence. Donc la concurrence est importante pour garder les données consistantes. Et finalement, on s'occupe de l'authentification pour pouvoir faire un login aux utilisateurs et leur proposer d'avoir un login sécurisé. Alors tout ça résulte dans quoi? Alors on a plusieurs exemples de JData. Donc on a JData qui a été implémenté par les Google Apps, par Google Base, par Blogger, Calendar, Code Search, Notebook, Picasa Web Albums, les albums dans le web et les spreadsheets. Et on a tout le temps des gens qui étendent les API dans Google avec JData.
Alors, je voulais juste vous parler de quelques exemples d'interaction. Donc, en réalité, alors tout ça c'était bien théorique. Alors, la réalité, c'est que dans Blogger et Calendar, par exemple, on a accès aux posts, aux événements d'un utilisateur. Dans les Google Apps, qui sont le spreadsheet et l'éditeur de texte, on a accès à toutes les données, aux rangées, aux rows, aux lignes. On a accès au texte, on a accès les comptes des utilisateurs, c'est-à-dire que dans les emails, on va gérer les comptes dans le sens qu'on peut changer les passwords, on peut changer, je sais pas, les settings, votre langue, ce que vous voulez. Et finalement, un autre exemple est Picasa Web. Donc, on a accès aux listes d'albums, aux images, les tags, les commentaires. Donc, on peut par exemple créer une page web sur laquelle on se fait voir les derniers commentaires, par exemple. Montre-moi les commentaires d'hier. Je veux voir les 10 derniers commentaires de mon copain Jérôme. Je veux voir les 10 derniers commentaires qu'il a laissés sur mes photos. Et donc tout ça, on peut faire avec les API qu'on a en ce moment qui sont live. Alors, donc tout ça, c'était la partie théorique. Maintenant, notre expérience, l'expérience qu'on a eue avec JData, parce qu'on a beaucoup de gens, par exemple, comme Patrick qui parle en haut, qui est un évangéliste, et je crois que tu as implémenté pas mal d'exemples aussi, Jean-François. Alors, quelques expériences qu'on a faites, je voulais quand même vous dire un peu ce qu'on en a pensé. Alors, le reste, donc c'est très facile d'accès pour les développeurs. Alors, pour les développeurs, comme HTTP, c'est finalement très connu dans le web, donc si on fait des applications web, on s'y connaît. XML, pareil. L'identification des objets par une URI, au début, ça peut sembler un peu... la première fois que je l'ai vu moi-même, hein, personnellement, j'ai vu l'URI et je me suis dit, oh mon Dieu, une URI, c'est le bazar. Moi, je venais de Java et je voulais représenter un objet par une variable. Et je me suis dit, ça c'est clean, c'est court, c'est quelque chose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette URI est unique. Donc on se retrouve toujours avec un nom de ressource complètement unique. Et finalement, c'est très intuitif. Au début, c'est effrayant parce que c'est long. Mais après, c'est intuitif. Une fois qu'on l'utilise, ça devient très facile. Et même quand on débug, quand on programme, ça devient très facile à utiliser. On a un aspect assez minimaliste dans le protocole Atom, parce qu'on a vraiment donc les entrées et les feeds, donc les requêtes. Donc on a une URI à laquelle on envoie une opération. Voilà, c'est get, post, delete. On a 4 opérations qu'on envoie à une URI, et c'est tout. Et on reçoit de l'XML, on envoie de l'XML avec la requête, mais en fin de compte, il s'agit vraiment que d'une méthode, d'une opération très simple. Et finalement, on bénéficie quand même d'une chose énorme, qui est, à mon avis, le get, put, post, delete sur une URI, ça marche partout. C'est partout la même interface. Donc à l'opposé de SOAP, où on aura, imaginez si on avait fait tous les calendars et bloggers, si on avait fait ça avec SOAP, on aurait eu donc post comment, par exemple, avec en paramètres des commentaires, avec un certain type, etc. Ça aurait été très spécifique à Blogger. Et donc ça aurait servi à rien pour le calendrier, on aurait dû refaire une autre API. Et donc à chaque fois, c'est différents clients, à chaque fois, c'est différents types de données. Alors que dans ce cas-là, on utilise les mêmes API, avec les mêmes opérations, et finalement, en étant que le type de données, mais le type de données vient du web. Donc le schéma qu'on inclut, donc le genre que je vous avais expliqué plus tôt, qu'on inclut au moment de faire sa structure de données, ça vient du web. Donc on n'a rien à stocker localement, et localement, on utilise toujours les mêmes librairies. Et donc c'est un avantage énorme. On a les mêmes librairies et les mêmes moyens de communiquer avec les serveurs, qui sont très minimalistes. Donc c'est un avantage quand même assez énorme. Finalement, on a tout un support pour les développeurs autour des API. Donc on a des sources des open source, donc des librairies clientes open source en plusieurs langages. On a des librairies clients qui ont été contribuées par des personnes externes. On a beaucoup de documentation et une communauté assez active. Donc je vous recommande vivement d'aller sur Code. Ah, j'aurais dû mettre l'URL là. Tu l'as plus tard peut-être, je sais pas. Je n'ai pas marqué. C'est code.google.com et vous trouvez tout. Et il y a toute la liste toute la liste des API, la liste des différentes technologies. Vous trouverez tout ce que j'ai raconté en probablement beaucoup plus simple.
Et c'est vraiment super. Moi, j'adorais. Il y a plein il y a plein de ressources. Et il y a tous les liens aussi vers justement les wikis, les groupes de discussion, la knowledge base et les guides développeurs qui ont beaucoup d'exemples. Donc, par exemple, la Base API que j'ai lancée l'année dernière, une des choses qui était très importante pour nous était qu'on avait l'API prête et on a mis plusieurs semaines encore, je crois, on a mis 3 semaines à construire toutes avec des clients internes, on a construit toutes les librairies clients pour les différents langages. Donc on avait différents langages, Java, PHP, MySQL, pardon, PHP, Python, MySQL. Et puis, donc on a construit vraiment une librairie client pour chacun. Comme ça, on pouvait aider directement tous les développeurs à démarrer directement et à ne pas devoir réinventer la roue pratiquement. Donc on pouvait downloader la librairie pour les différents langages. Tout se communique par HTTP et POST GET PUT et c'est réglé. Donc c'est fini une fois qu'on a ça. Finalement, ce que les développeurs créent. Alors c'est assez fou ce qu'on voit, ce que les gens font avec. Donc on a trouvé des exemples assez tarés avec plein de choses. Bon, je vous laisse si vous voulez marquer ces trucs-là. C'est assez hallucinant. Quand on voit ce que les gens font avec, on s'y attend jamais. Et alors, juste avant de passer à Jean-François qui va vous montrer encore plus de choses réelles, animées et tout. Pour moi, ce qui est vraiment hallucinant dans les API, c'est que c'est une différence. J'ai construit des applications et j'ai construit des API. On construit une application et les gens l'utilisent toujours de manière un peu folle, font un script Grease Monkey dessus, font un truc et ça fait quelque chose de génial. Faire une API, c'est hallucinant parce que les gens inventent n'importe quoi dessus. C'est hallucinant parce que ils reçoivent que les données et donc toute la présentation, par exemple, le calendrier, cette espèce de ambient clock qui vous montre vos meetings. Donc l'ambient clock, les zones ombragées sont en fait vos meetings sur la montre. Alors c'est un truc, on ne s'y attend jamais. Alors si je demande à n'importe qui, à moi-même je dis invente-moi un front-end complètement fou pour un calendrier. Et ben voilà, jamais à l'intérieur d'une compagnie, on pourrait jamais inventer tout ça. Alors ce qui est intéressant avec ces API, c'est qu'en fait tout le monde va contribuer à faire des idées complètement folles. Mais les données sont gérées de la même manière pour tout le monde. Et donc c'est ça qui, pour moi, est vraiment fascinant dans les API. Et c'est pour ça que je travaille dans les API. Et maintenant, je vais passer à Jean-François qui va vous montrer JData du côté quoi? Client. Vraie vie, on va dire. Alors, qui... Faut appuyer sur le bouton, c'est ça? Non, je pense que... Vous m'entendez là? Ah ouais, d'accord. Donc ça marche. Qui a déjà utilisé en fait JData pour faire une application en fait? D'accord. Qui a déjà essayé d'utiliser du SOAP? Wow. Bon, moi personnellement, je suis pas un développeur vraiment hardcore. Ce que j'aime surtout, c'est les trucs qu'on fait rapidement sur un coin de table. Donc SOAP, personnellement, j'ai toujours eu un mal fou parce que je trouvais ça d'une complexité effrayante. Pour à la fin arriver à faire mon fameux Hello World, je trouvais que ça valait vraiment pas le coup. Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment, en étant un peu juste un bout de code sur un coin de table pour faire un truc juste pour faire genre, quoi, comment on peut utiliser en fait les API JData et y arriver. Parce que c'est ça qui n'est pas évident. On essaie de faire du SOAP. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais implémenter un service, un client qui va utiliser du SOAP, ça ne va pas forcément être très très simple. Et on va se prendre la tête pour au final pas grand chose. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment passer un peu à côté et arriver à faire des trucs très rapidement. Après, on verra comment on peut appliquer ça à la vraie vie, ces fameux usages en fait qui peuvent être intéressants et qui effectivement transforment le produit. C'est-à-dire qu'en fait, le JData, si on le regarde comme ça, je suis désolé, Christian, mais des flux XML, là, c'est une audience de connaisseurs, donc vous aimez bien, mais ça fait quand même pas rêver. Alors, par contre, la cloque, là, effectivement, là, il y a quelque chose. Encore que placer les meetings d'une journée sur un cadran de 12 heures, c'est concept. Voilà, donc l'idée déjà,
qui est simple avec GData et ce que j'aime bien, moi, c'est que si on bidouille un peu, on peut récupérer une URL et récupérer les données facilement. Voilà. Donc ça, déjà, c'est simple. Donc l'idée, là, par exemple, je vais avoir mon tableur. Donc j'ai fait mes notes de frais. Et j'ai une petite URL, parce que je publie mes notes de frais, vu que j'ai pas honte. Et oups, non, je pensais qu'il y avait un lien derrière. Et donc je publie la chose et j'ai une URL et je vais être capable en fait de manipuler directement le contenu de ce tableur sur n'importe quelle page web. Ça paraît bête, hein, mais c'est un truc qui, mine de rien, n'est pas simple, pas toujours simple à faire, qu'on n'a pas envie effectivement de se prendre la tête avec des protocoles compliqués, des langages et des choses comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on sait, en lisant la doc sur code.google.com, que l'URL elle est structurée d'une certaine manière et que bon, en fait, il suffit de récupérer l'ID de l'utilisateur, de dire qu'on veut consulter en fait cette ressource en prenant la vue qui est ouverte à tout le monde, qui est ouverte enfin que j'expose quoi. Et ensuite, on définit effectivement le contenu de ce qu'on veut récupérer. Donc là, c'est vraiment, enfin, pour l'instant, on n'a pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit sur Java, sur le SOAP, etc. Ça paraît vraiment simple. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça continue à l'être. Alors, normalement, mon navigateur se lance. Ou devrait se lancer. Je suis désolé. Oh. Finalement, SOAP, ça a du bon. Bon. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, ce truc? Bah non. Alors si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. Des API serveurs. Ouais, en fait, ouais, en fait, rien n'interdit de le faire. C'est-à-dire qu'on peut très bien, effectivement, imaginer d'avoir des serveurs qui servent de proxy et qui vont récupérer les données. Ouais, tout à fait. Et avoir les API qui permettent de générer ce genre. Alors, je sais pas si on les publie, ça là, on doit les avoir, mais ça va plus être sur le. J'en ai pas entendu parler, mais je me suis dit, la communauté est assez active, donc il y a tout un tas de choses qui. Excusez-moi, je vais. Je ne connais pas tous les détails des produits à venir, donc ça paraissait effectivement c'est bizarre. Là, on le crash, c'est là. Donc en fait, là, sur cette simple page, en fait, donc là c'est du HTML, ça je suis arrivé à faire. L'idée c'est, je vais voir déjà ce que je peux avoir par défaut sur un calendrier. Donc effectivement j'ai du flux XML, donc là c'est pas, je peux avoir différents types de flux XML, c'est-à-dire que là j'ai vraiment tout le descriptif de mon calendrier public avec l'ensemble des données. Donc là je suis déjà plus rassuré parce que je sais qu'avec un peu de code, je vais pouvoir récupérer ça, le charger, le parser et sortir mon résultat. Donc là, je suis déjà plus rassuré parce que ça paraît simple.
Après, on a effectivement donc différents types donc ces fameux types de vues qui vont vous permettre de choisir en fait ce que vous voulez récupérer. Donc c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Et ensuite, on va être capable en fait de définir le format de sortie. Alors, comme le disait Christian, en fait, on supporte JSON. Et alors JSON pour les gens qui aiment bien bricoler le JavaScript, bah, c'est vraiment parfait parce qu'en fait, du coup, on peut faire des choses très très simples très rapidement. Donc, j'ai toujours mon calendrier là. Et alors JSON, tout le monde sait ce que c'est JSON, je pense. Oui. Donc voilà, c'est pas forcément plus lisible, mais en tout cas, on sait qu'avec JavaScript, on est tiré d'affaire. Et donc l'idée, c'est ce qui va être vraiment sympathique, c'est que je peux appeler en fait dans cette URL, donc cette URL qui est là, je vais appeler mon feed, donc en reprenant en fait, en reprenant vraiment toutes les conventions dont on a parlé, c'est-à-dire qu'en fait n'importe quel objet est décrit de manière unique, et donc c'est très facile d'avoir une URI qui permet de pointer dessus. Et on a une sortie qui est vraiment très sympathique, c'est-à-dire qu'en fait ce que ça va faire, c'est que ça va générer du texte qu'on va pouvoir charger comme un simple script JavaScript. Et donc ce qu'on met en fait en argument ici, c'est simplement une fonction qui va être appelée avec le JSON décodé. Et donc on va être capable de naviguer dans cette structure de manière tout à fait naturelle. Et là on est vraiment dans ce que moi je considère comme étant une mise en œuvre simple. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a vraiment pas de problème. On charge le truc et ça s'affiche tout seul. Donc là je prends mon JSON in script. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas graphiste non plus. Donc si on regarde le source, tout ce que j'ai eu à définir, c'est une fonction display qui va récupérer un objet. Et cet objet, en fait, je vais pouvoir passer dedans, voir les différentes entrées qui sont à l'intérieur, et pour chaque entrée, aller piocher les données qui m'intéressent. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas portable, c'est peut-être pas généralisable. N'empêche que si moi, demain, je veux afficher mon calendrier n'importe où sur la planète, je sais faire en 3 lignes de code. Voilà, c'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est je définis mon script, donc une fonction d'affichage sur un objet quelconque, et ensuite, quand je descends, je finis par le fameux appel, donc la fameuse URL. Alors je suis désolé pour ceux qui sont au fond, je vais essayer de... voilà. Voilà. Donc là, vous avez effectivement la fameuse URL. Donc celle-là, vous la trouvez effectivement dans le calendar. C'est-à-dire qu'en fait, vous cliquez sur dans les propriétés du calendrier, vous pouvez exporter le calendrier sous forme XML si c'est un calendrier public. Et derrière, en fait, cette URL, vous la récupérez. Et à la fin, vous rajoutez simplement l'argument alt égale JSON in script et le nom de votre fonction d'affichage. Donc là, moi, personnellement, j'estime que c'est simple à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous cause ? Bon. Donc là, l'intérêt, effectivement, c'est que j'ai simplement utilisé un calendrier. Donc on va y retourner. Alors c'est GDD. Donc en fait, comme vous pouvez le voir dans GDD, on peut définir différents types de calendriers. On peut définir ce qu'on appelle des calendriers publics, qui vont être visibles par tout le monde. Donc en fait, ce que vous rentrez dans ce calendrier-là, c'est une vue particulière de votre calendrier, et tout ce qui est à l'intérieur sera visible de tout le monde. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut exporter très simplement. Il suffit d'aller en fait dans les propriétés du calendrier, et à la fin, vous avez les petites icônes XML. Donc pour le calendrier public, bah en fait, vous dites que vous rendrez le calendrier public, donc il vous demande est-ce que vous êtes vraiment sûr de rendre votre calendrier public parce que tous vos événements vont être lus par tout le monde, etc. Et après, vous récupérez une URL que vous allez pouvoir exploiter, comme je viens de vous le montrer, dans n'importe quelle page statique que vous pourrez mettre sur un site web statique. OK ? Donc, de la même manière, avec
un tableur. On va avoir effectivement, si j'ai donc mon fameux tableau Excel avec les notes de frais, je vais avoir le contenu XML. Donc là, si je veux vraiment y aller à fond, je vais charger avec mon Java et puis passer du XSLT dessus, etc. Mais de la même manière, je peux récupérer du JSON. Et de la même manière, je peux afficher le JSON en le traitant directement. Donc là, ma note de frais que j'avais avant, je vais pouvoir la voir ici, éventuellement la modifier. Rajouter une note de barre et 16 €. Hop. Dans l'onglet de publication, ce machin-là, ça se publie régulièrement. Ce que je dis là, je sauve, je ferme, je reviens là, et j'ai mon bar. Alors, vous êtes relativement jeune et ça vous cause peut-être pas ce genre de choses. Mais sachez que fut un temps, il y avait quand même tout un tas de choses qui s'appelaient les bases de données, les langages de requêtes, les API qui marchaient par langage, les librairies qui marchaient jamais. Enfin, ce genre de trucs à faire il y a encore quelques années, c'est pas si vieux que ça, hein, c'était complexe. Là, moi j'y suis arrivé devant vous, donc a priori ça doit vraiment pas être compliqué. Voilà. Alors, donc là c'est ce qu'on a vu avec les quelques exemples simples. Donc il y a des gens qui font des choses un peu plus élaborées. Donc l'exemple que j'avais là, en fait, c'est des gens qui s'amusent en fait à récupérer des tableurs et qui vont dans la même page en fait vous faire le graphique qui va bien. Donc là aussi tout ça, ça se passe plutôt bien puisque tout ça c'est côté client et c'est des pages qu'on peut héberger sur un serveur relativement statique. Donc là j'ai un exemple. Alors je l'ai appelé un exemple de la vraie vie. L'idée c'est j'ai plein de réunions et je voudrais absolument publier des comptes rendus de mes réunions sur mon blog. Donc ça c'est le genre de choses qu'on fait en général, on le fait le premier jour et après on oublie. Donc là l'idée c'est d'utiliser les API GData simplement pour au moins initier la démarche en prenant tous les événements de mon calendrier et en les postant sur mon blog. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, comment j'ai fait, en prenant vraiment l'approche du gars qui débarque et qui veut faire ça rapidement sur un coin de table, hein, toujours, c'est, bon, j'ai une machine avec du Java et un Eclipse qui est installé. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est télécharger effectivement quelques jars supplémentaires qui manquaient, le client Java GData, et ensuite il y a en fait tout un tas d'exemples, donc un exemple pour poster et lire ce qui se passe dans Blogger, un exemple pour poster et lire ce qui se passe dans Calendar. À partir de là, il ne faut pas être grand druide pour arriver effectivement à faire un programme Java qui s'appelle Calendar to Blog, qui va en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une fonction transfert calendar qui va simplement prendre donc l'URI du calendar, avoir une fonction de connexion du calendar, donc là c'est là que je vais justement faire les échanges pour récupérer ce fameux token d'authentification. Et après, en fait, je vais récupérer un objet résultat avec toutes les méthodes qui vont me permettre de récupérer, est-ce que les événements se passent quelque part, est-ce que les événements se passent à une date donnée. Tout ça, je vais le condenser dans une bonne vieille variable Java, et ensuite j'ai une bête fonction qui va poster ça sur le blog. Donc là, même punition, on se connecte à Blogger, donc on récupère le token d'authentification. On s'adresse au service de Blogger et on lui fait un put ou un post d'un item qui va reprendre en fait les descriptifs du calendrier. Donc je vais le rejouer devant vous en espérant que ça fonctionne. Donc là, je récupère les événements. Donc là, j'ai l'événement qui s'appelle développeur D. Donc pour ça, il a contacté le calendrier. Et ensuite, donc, je vais simplement aller causer avec Blogger pour lui dire de me créer un article qui sera intitulé développeur D et un autre qui s'intitulera relire les présentations. Et donc du coup, si je retrouve mon blog,
Donc ça, c'est ce que j'avais dit. Hein. J'ai décidé de publier tous mes comptes rendus de réunion. Alors, du coup, je me connecte. Et là, si je regarde mes messages, j'ai mes 2 articles. Donc là, j'ai plus qu'à modifier, rajouter un peu de contenu et c'est posté. Bon, c'est pas évident que je publie beaucoup plus de compte rendu par cette méthode-là, mais au moins là, j'aurai aucune excuse. Les brouillons sont là. Alors, donc j'ai d'autres exemples tirés de la véritable vraie vie là pour le coup. Ça, c'est des gens qui ont fait un utilitaire assez sympathique qui va vous permettre en fait de travailler à plusieurs sur un tableur. Parce qu'en fait, le produit tableur de chez Google permet justement cette collaboration, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le même document à distance. Alors, le tableur pour Google, c'est pas non plus, je dirais pas que c'est l'outil ultime. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à faire des choses de manière très rapide ou avoir des formules de calcul, des choses comme ça, Excel peut être une solution bureautique locale intéressante. Par contre, on n'en a pas cette fonction de partage. Donc là, cet outil permet en fait au sein d'Excel de poster sur Google Tableur en fait sa portion, sa contribution à une espèce de tableur commun. Voilà. Et enfin, donc Patrick qui est en train de parler en haut, que vous croiserez après, est quelqu'un de très occupé, et lui, il a pris la peine en fait d'organiser son calendrier sur une carte. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on récupère les événements dans le calendrier et on les géolocalise et on les affiche sur une carte. Voilà. Donc moi, j'en ai fini pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ?